Mes chers collègues, nous allons pouvoir commencer. Le quorum est atteint. Alors, j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup d'excusés ce soir, puisque ce conseil, j'ai dû en décider au dernier moment, en dehors de notre calendrier habituel, et ce qui explique les nombreuses absences excusées ce soir. C'est le cas de Françoise Fouchet, qui me donne pouvoir. C'est le cas de Lionel Romande, qui donne pouvoir à André Krogenek. C'est le cas de Benoît Kellard, qui alors, est susceptible d'arriver, mais donne pouvoir à Louis Lecause, en partie ou totalement. C'est le cas de Karen Lançon, qui donne pouvoir à Cécile Hortel. Jacques, Maria, André, Jean-Luc, Guillaume, qui est excusé aussi, et qui donne pouvoir à Marc Droguet. Sylvie, Jean-Marie, Rola, absente. Michael, Delphine, absente. Stéphane, Soisig, absente, excusé, donne pouvoir à Stéphane Lefebvre. Anaïs, Cadoré, absente. Valentin Perret, qui devait être là, mais qui est retenu, donc absent. Alain, Martine Evin, excusé, donne pouvoir à Loïc Laridon. Thomas, Maréchal, Loïc, Laridon. Mangala, Tual, qui est excusé, qui donne pouvoir à Thomas Maréchal. Stéphanie Brault, qui devrait je crois, nous rejoindre. Et Catherine Sorin, qui est excusée, qui donne pouvoir à Stéphanie Brault. Voilà. Il fallait que le quorum soit atteint, soit la moitié plus 1, soit 15 conseillers municipaux. Pour une seule délibération ce soir. Notre prochain conseil municipal, c'est le 2 octobre, qui sera plus fourni, mais le sujet, outre que nous avons une obligation à rendre un avis avant le 16 septembre, donc justifier le positionnement de ce conseil municipal, qu'on va dire extraordinaire, ce soir. Nous avons eu la semaine dernière, lundi de la semaine dernière, une commission spéciale sur ce sujet, avec une présentation qui a été faite du sujet et de ses tenants et aboutissants. Aussi, avant de vous lire la délibération et de vous proposer la lecture de cette même délibération et de l'approuver, je vais vous présenter un petit diaporama que nous avons réalisé avec les services à partir des éléments confiés par Redon Agglomération, avec quelques ajouts ici et là pour préciser les contours du SCOT pour notre commune. Aussi, j'en profite pour remercier les services qui sont derrière moi, et notamment sur ce sujet, Pierre Laurenceau, Sandra Vaillant et Stéphane Tricard. J'espère que monsieur le directeur des moyens ne m'en voudra pas, mais sur ce sujet spécifique, c'est plutôt eux et moins vous, mon cher David. Voilà, eh bien je vais vous présenter. Ah oui, et d'ailleurs, voilà. Eh bien écoutez, je vais désigner Marga Torlet, si elle en est d'accord, secrétaire de séance, pour signer rapidement effectivement les... Voilà. Maria, tu en es d'accord? Eh bien Maria, tu es secrétaire de séance. Allez, on y va. Présentation du projet de révision du schéma de cohérence territoriale arrêté par Redon Agglomération le 26 mai dernier. Donc il y a un moment où on arrête ce document et un moment où on l'approuve, et l'approbation sera proposée au Conseil communautaire en janvier prochain. D'ici là, il y a, à partir des documents arrêtés, de l'approbation, je l'espère, de l'ensemble des communes, avec ce qui n'empêche pas des remarques, des observations que nous n'avons pas manqué de proposer. Peut-être y en aura-t-il d'autres d'ailleurs. Et nous retournerons le compte-rendu et l'acte que nous aurons posé ce soir à l'agglomération. Par ailleurs, nous rentrons dans une phase à l'agglomération qui intéresse les personnes publiques associées, soit les services de l'État, les organismes de contrôle et d'analyse divers et variés, avant qu'il y ait enquête publique.
Il faudra recenser l'ensemble de ces éléments, répondre. L'État a d'ailleurs, soit dit en passant, communiqué son avis la semaine dernière avec un long rapport qui va dans le bon sens, mais qui fait un certain nombre de remarques que les services de l'agglomération devront d'abord analyser et auxquels il faudra répondre pour que tous ces éléments concentrés soient proposés au vote du Conseil communautaire de janvier prochain. Le SCOT, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'organisation du territoire. Il s'agit d'exprimer le projet collectif et stratégique à 20-25 ans. Autrement dit, comme il est dit sur l'image et le texte préparé et l'avenir, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a cette projection. Comment nous représentons-nous notre territoire dans cette échelle de temps? Comment le voulons-nous? Étant entendu qu'il s'agit effectivement de vouloir, de porter une ambition, mais d'une ambition qui doit évidemment prendre en compte aussi le cadre législatif qui borne et borde l'ambition. Et en particulier, et récemment, la loi climat et résilience qui a énoncé, c'est son principe que j'appelle impératif catégorique. Thomas reconnaîtra quelque chose du zéro artificialisation nette. Il n'est même pas hypothétique, il est catégorique, qui nous invite, nous enjoint même de diminuer notre consommation d'espace naturel à l'horizon 2050 dans un enjeu que tout le monde saisit, je pense, autour de la table. Il s'agit aussi d'assurer la cohérence des politiques publiques locales et supraterritoriales, car outre le cadre législatif, il y a des documents à l'échelle régionale qui s'imposent aussi à nous. Donc tout le corpus législatif et réglementaire et d'orientation d'aménagement global. J'étais en début d'après-midi avec mes collègues de la région sur la gouvernance de ce dont on parle à l'échelle régionale. Donc tous les responsables ou référents SCOT étaient réunis. Il s'agit de relever les défis du changement climatique et de l'artificialisation des sols, faire face aux transitions écologiques, énergétiques et sociétales. Enfin, servir de cadre de référence pour les documents d'urbanisme locaux, PLU, PLUI. Vous savez aussi tous autour de la table que nous avons fait le choix, ici dans cette Assemblée, et l'Assemblée communautaire l'a confirmé, de passer des documents réglementaires opposables qui jusqu'ici étaient à l'échelle communale, à l'échelle intercommunale. Nous sommes engagés dans ce travail avec les élus communautaires. Nous l'avons commencé en janvier, avec des réunions régulières, tous les 15 jours à peu près. Nous en avions une la semaine dernière sur « Habiter en campagne ». Voilà, c'était le titre, la terminologie. Et je crois que nous avons bien travaillé et nous nous retrouvons régulièrement avec les élus et les services pour aborder ces choses. J'ai proposé d'ailleurs à mes collègues, au vu de ce qu'ils exprimaient autour de moi, je parle des élus communautaires, je parle en particulier des maires des 30 communes, alors pas tous de façon unanime, mais certains m'ont exprimé leur difficulté à appréhender tous ces documents et m'ont rappelé utilement, si on ne le savait, l'échéance électorale de mars prochain, qui fait qu'il leur semblait un peu précipité, même si il nous faut avancer, hein, il y a des règles et des calendriers à suivre, et donc j'ai proposé d'alléger le calendrier pendant cette période sans varier sur la date d'approbation du PLUI qui aura lieu en 2028. Voilà. Et ce sera notre document réglementaire opposable dorénavant. Dans l'immédiat, c'est le PLU communal qui prévaut, d'accord. Mais dès que nous modifions à l'échelle communale, nous devons en référer à la communauté de communes, enfin à Redon Agglomération, et d'ailleurs j'ai la charge en particulier de présenter ces délibérations pour les communes qui modifient ou qui sont amenées à modifier les PLU existants.
Le SCOT, un outil d'organisation du territoire. Quels sont les besoins résidentiels? Voilà les questions auxquelles il répond. Comment y répondre? Quelle ambition d'accueil démographique et d'emploi? Quelle complémentarité et solidarité entre les communes? Quel commerce pour demain? Comment mettre en valeur les paysages, préserver l'environnement? Comment organiser les mobilités douces? Pardon. Quel territoire pour les générations futures? Le SCOT, dans son environnement normatif, je le rappelais avec la première diapo, et vous avez ici eh bien, les documents, vous voyez le SCOT au milieu, le PLU dont je viens de parler, qui deviendra donc PLUI, il y a les projets urbains que nous portons à l'échelle de nos communes et que nous portons aussi à l'échelle de l'agglomération, au regard de ses compétences, et en particulier celle du développement économique. C'est ici dit, et la question des permis de construire, des permis d'aménager, des zones d'aménagement concertées, des grands projets commerciaux. Et puis, il y a, outre la loi, et la loi climat résilience, mais j'allais dire le code de l'urbanisme de façon globale, il y a ces documents normatifs, réglementaires, que sont d'une part le SRADET, et vous connaissez notre spécificité locale, nous avons à appréhender deux SRADET, celui de la région Bretagne et celui de la région Pays de la Loire. Qu'est-ce qu'un SRADET? C'est vous avez la définition, un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équilibre des territoires. Et puis, à l'échelle intercommunale, outre le projet urbain communautaire, outre les projets urbains communaux, il y a ce qu'on appelle le PCAET et le PLH, Plan Climat, Air, Énergie Territoriale, le programme local de l'habitat, et puis le plan local d'urbanisme, qui est donc le document réglementaire. Les objectifs de la révision, une délibération sur les objectifs et les modalités de concertation avait été prise le 11 avril 2023, prise en compte de nouveaux projets de territoire 21-26. Voilà, il s'agit aussi de rendre cohérent à la fois une ambition et les textes de programmation et d'orientation avec les items suivants: transition et adaptation au changement climatique, réduction de la vulnérabilité du territoire, poursuite des efforts en matière d'économie de foncier, et on retrouve évidemment ici le zéro artificialisation nette, poursuite de l'accompagnement des besoins d'activité économique, et ce dans un contexte de sobriété foncière, document d'aménagement artisanal, commercial et logistique, communément appelé le DACL, renforcement de la question des mobilités au cœur du projet d'aménagement, poursuite de la prise en considération de la trame verte et de la trame bleue et du paysage de bocage. La gouvernance du SCOT telle que nous l'avons élaborée, et ce que j'avais d'ailleurs en son temps proposé à mes collègues, voilà le mouvement. La validation de ces documents se fait, vous le savez, au Conseil communautaire. La conférence des maires intermédiaire permet de beaucoup échanger et d'écouter aussi, au-delà même des copiles qui sont réguliers, d'entendre les demandes et d'entendre surtout ce qui émane des conseils municipaux. Et puis donc des copiles, 2 élus par commune, un titulaire, un suppléant. Les contributions ponctuelles sont celles des DGS des communes, du CODEF du Pays de Redon et des personnes publiques associées que j'évoquais tout à l'heure. Le calendrier, le voici. Je vais aller un peu plus vite puisque je viens d'en parler, avec l'objectif au début de l'année prochaine, d'approuver le SCOT. Le contenu du SCOT arrêté, tel qu'il a été au 26 mai. Alors, il y a d'un côté le PAS et le DO. Alors, ambition et valeurs transversales, équilibre territorial et horizon à 2050, cible et objectif, ça c'est le document PAS qui l'intègre, le projet d'aménagement stratégique, le PAS, et puis le DO, déclinaison du PAS, orientation et objectif, cadre réglementaire,
document d'orientation, le DO, donc, document prescriptif et de mise en œuvre, quand l'autre affirme les choix politiques et stratégiques de l'agglomération. Et puis les annexes, alors ce sont autant de documents à élaborer qui justifient l'accompagnement d'experts, de sociétés, de cabinets qui nous permettent de réunir les éléments indispensables pour affermir nos documents, le diagnostic, l'état initial de l'environnement, la justification des choix retenus pour le PAS et le DO, les annexes cartographiques, l'analyse de la consommation ENAF, l'évaluation environnementale, demande aussi formulée par les services de l'État, analyse des plans et programmes d'action. Le projet d'aménagement stratégique, donc le PAS. Vous avez ici une carte qui figure ce qui est écrit donc à gauche, un territoire rayonnant et exceptionnellement connecté. Bon, nous, Redonnais, comme les habitants du territoire, nous le savons, nous devons aussi parfois le réaffirmer publiquement, politiquement, avec les acteurs locaux et départementaux et régionaux, quand ce ne sont pas, par ailleurs, les services de l'État. Il s'agit, à cette échelle, pour servir ce territoire, de conforter les filières économiques qui bénéficient du positionnement géographique du territoire pour faciliter l'accès à l'emploi pour tous, d'organiser l'armature des lieux économiques dans une logique de sobriété, de s'appuyer sur l'offre ferroviaire exceptionnelle comme levier potentiel de développement urbain, une gare TGV, faut-il le rappeler, 3 gares de proximité, et développer une mobilité durable comme vecteur de développement favorisant la proximité et le lien entre les communes. Le projet d'aménagement stratégique, deuxième item, un territoire solidaire entre la ville Confluence. La ville Confluence, c'est Redon. Les pôles d'équilibre, ce sont Pipriac, Aller, Guémené-Pinfo-Plessé, et les bourgs ruraux. Ici, il s'agit d'affirmer le maillage territorial bénéficiant à toutes les communes et garant de la qualité de vie et de diversifier l'offre en logement pour répondre aux besoins de tous à tout âge. Vous avez ici une carte que l'on voit assez bien ici à l'écran, sur les écrans. Et donc, vous distinguez évidemment la ville de Redon et son territoire de proximité qui va de Teillac au sud jusqu'au Fougeray au nord et jusqu'à Bain-sur-Eau, Sainte-Marie, à Vessac à l'est. Saint-Jean-la-Poterie, Saint-Péreux, Fégréac aussi au sud et Rieux intégré. Nous avons fait ce choix à l'échelle communautaire, nous sommes entendus avec les autres maires et nous sommes dans cette géographie avec des pôles d'équilibre, les communes que j'ai désignées tout à l'heure, qui jouent aussi à leur échelle, évidemment, un rôle de centralité. Je rappelle utilement, je crois, pour ceux qui ne le savaient pas, mais je crois que tous le savent autour de la table, que Guémené-Pinfo, Pipriac et Aller sont des communes qui accueillent chacune des collèges. Et par ailleurs, Guémené-Pinfo, ce n'est pas un seul collège, ce sont 2 collèges, un collège public et privé. C'est dire, vous voyez, la centralité que ces communes jouent à leur échelle. Et nous sommes dans cet ensemble cohérent quand la ville de Redon accueille, elle, 5 lycées et 3 collèges et d'autres établissements de formation. Je prends ce prisme des établissements de formation pour bien comprendre la cohérence d'ensemble. Et quand on regarde notre territoire, il est ce que nous en avons voulu, mais je le compare à d'autres territoires bretons que je connais bien, à force de côtoyer mes collègues de Brest, de Saint-Malo, de Quimper ou de Pontivy. Il y a cette caractéristique ici de notre territoire d'avoir la ville-centre quasiment au centre, pour le coup, et à équidistance, quasi équidistance, parce que vous pourriez me dire, à l'air, c'est pas Pipriac ou Guémené, mais Pipriac, Guémené-Plessé sont à équidistance de la ville-centre quand à l'air est effectivement un peu plus rapproché.
Voilà pour la présentation des territoires de proximité. Il a fallu quand même nous accorder, hein, ça n'allait pas de soi, et certains pourraient dire, bah oui, mais pourquoi pas telle commune, etc. À un moment, il fallait arrêter un choix, et c'est celui qui a été retenu par l'ensemble des maires. Projet d'aménagement stratégique toujours, troisième item, un territoire ressources et résilient, fondé sur la diversité des paysages et vecteur de bien-être. Il s'agit de révéler un socle écologique, paysager, patrimonial garant de l'identité du territoire. Et Dieu sait si nous y veillons tous ici et dans les autres communes. Et il y a vraiment une forme non seulement de paysage topographique, une faune, mais surtout une flore, la faune on peut y être sensible, mais une flore caractéristique du pays de Redon que nous aimons. Il s'agit de la révéler, mais aussi de la protéger, de la valoriser aussi, valoriser et gérer durablement les ressources dans leurs multiples usages, les énergies, l'eau, sol et sous-sol. Il s'agit aussi d'assurer une gestion économe du foncier, évidemment. Et vous avez cette image qui rassemble l'ensemble des enjeux pour notre territoire ressources et résilient fondé sur la diversité. Les trajectoires du SCOT. Alors ici, une diapo importante puisqu'il s'agit à la fois de présenter l'ambition démographique portée par un territoire avec une échelle d'un scénario dit ambitieux et volontariste à un scénario ambitieux mais réaliste. 80 000 habitants en 2050, soit une progression de 0,61 par an, plus 13 273 habitants et 21 237 par le solde migratoire. Le scénario ambitieux mais réaliste, 75 000 habitants en 2050, soit une progression annuelle de 0,39%, de plus de 8 275 habitants pour un solde migratoire de 13 237. Voilà pour la trajectoire qu'il s'agit d'afficher dans un SCOT. Hein. Nous l'avions fait lors du premier SCOT et nous sommes sur cette ambition démographique. Cette ambition démographique, il faut lui donner les moyens d'être ce qu'elle doit être, à la condition, et c'est tout l'ensemble qui a cette cohérence, de planifier les aménagements qui vont du logement, des infrastructures, mais aussi l'ensemble du réseau viaire et de mobilité douce. Prendre en compte les vulnérabilités du territoire face à l'intensification des phénomènes climatiques, à retenir évidemment, et un urbanisme par ailleurs favorable à la santé, promouvoir le développement des mobilités actives, je viens d'en parler, l'amélioration de la qualité de l'air, la réduction des effets d'îlots de chaleur urbain, l'amélioration de l'isolation des bâtiments. Voilà les enjeux que nous avons à appréhender et de politique pensée à l'échelle à la fois communale mais aussi intercommunale, pour prendre par exemple le dernier item, l'amélioration de l'isolation des bâtiments, que nous avons engagé et que nous devons évidemment poursuivre. La deuxième illustration dans cette diapo, c'est l'application du SCOT approbation prévue donc en 2026 d'ici à 2050, puisque c'est le cadre temporel que nous donne la loi. Cela se fait à partir de l'appréciation de la consommation et de l'artificialisation, plus la question de la renaturation exigée à partir de 2031. Et voilà comment les choses se répartissent. Nous partons d'une base de 401 hectares environ, et à chaque décennie, nous divisons par 2 ces consommations. Ça donne la trajectoire de l'application donc du SCOT. 401, donc on divise par 2,
21-31. Nous sommes dans cet espace, ou dans ce moment plutôt, 201 hectares environ, et vous voyez alors en petit, dont 62 hectares et demi déjà consommés. Nous ne sommes pas encore exactement à la moitié, mais voilà, nous sommes, au moment où je parle, dans cette consommation du foncier. Et puis 2031-2041, on divisera à nouveau par deux, et on divisera encore par deux, pas de 50% si vous voulez, plutôt le dire comme ça, entre 2041 et 2050, pour atteindre l'objectif prévu par la loi. Les principales orientations réglementaires pour répondre aux enjeux relevés, aux ambitions fixées: produire entre 235 et 330 nouveaux logements par an d'ici à 2050, dont 108 à 150 logements par an pour le territoire de proximité de Redon, Saint-Nicolas de Redon, qui regroupe, comme vous l'avez vu tout à l'heure, 12 communes, dont la nôtre. Diversifier l'offre de logements en T2, T3 pour les publics, jeunes, primo-accédants, seniors. Proposer davantage de mixité sociale dans les opérations d'aménagement, cœur urbain et pôle d'équilibre en priorité, logements sociaux et étudiants. Il y a beaucoup à faire. Sachez que le parc social de la ville est de l'ordre de 20%. Autrement dit, nous atteignons les 20% alors que nous n'avons pas l'obligation en soi de le faire. Par contre, quand je vois le territoire, eh bien, j'étais hier avec des élus de Binche, etc. Le parc social, c'est 5%. Le PLH a fixé des objectifs, donc il y a beaucoup de travail à faire pour les communes de notre territoire de proximité. La ville de Redon ne peut pas, à elle seule, porter le logement social. Il faut encore travailler le logement social. On ne va pas satisfaire du 20%. Il y a encore à faire. Nous savons qu'il faut produire du logement social. Il faut le proposer. L'offre est sous-dimensionnée à la demande, mais il faut qu'à l'échelle de l'agglomération, il y ait cette volonté partagée. Et on peut plus, je le dis à mes collègues, se cacher derrière son petit doigt, à dire que les bailleurs sociaux sont fébriles à l'idée de venir dans les communes, les plus petites communes. Mais il faut y aller de façon soudée pour travailler avec les bailleurs sociaux. Voilà. Quand j'entends des élus, à titre anecdotique, me dire dans notre commune, nous, de toute façon, logement social, enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais on veut des terrains de 2000, 3000, 4000 mètres carrés. Faites, mais ne vous plaignez pas après de fermer vos écoles, de fermer des classes, si vous êtes dans la capacité de faire venir de la population nouvelle et jeune. Je ferme la parenthèse. Donc il y a un gros travail, je pense qu'il y a une conscientisation des élus aujourd'hui, mais il faudra réitérer pour que les objectifs qui ont été donnés dans le cadre du PLH soient atteints ou du moins approchés. Mais il y a du travail. Des densités minimales de logements adaptées à chaque territoire, entre 20 et 40 logements à l'hectare, et variables en fonction du contexte urbain et architectural. Viser enfin une meilleure adaptation des logements au changement climatique. Donc vous avez en dessous une illustration, priorité au renouvellement urbain avant d'envisager toute extension, d'accord, et encadrer par ailleurs les extensions urbaines. Ce qui explique qu'il faille privilégier les espaces en consommation des nappes au sein d'espaces urbanisés, avec le seuil de 5000 m² est soumis à OAP. Alors nous avons ces discussions autour des 5000 m², mais si vous avez pris le temps de lire les documents, ça ce ne sont que des extraits, je le considère bien abordé, mais il y a ce point d'attention, quoi qu'il en soit, et extension en consommation des nappes en continuité immédiate du tissu résidentiel existant. Tout à l'heure d'ailleurs, nous montrerons une illustration de la consommation foncière et qui illustrera
un peu plus ce que je dis ici. Les principales orientations réglementaires pour répondre aux enjeux relevés et aux ambitions fixées. Alors, c'est un zoom ici sur notre commune, le cœur urbain, la ville Confluence, 40 logements à l'hectare en moyenne, participer aux 108 à 150 logements par an du territoire de proximité de Redon-Saint-Nicolas-de-Redon. Alors, territoire de proximité Redon-Saint-Nicolas-de-Redon, ça c'est cœur urbain, ça n'est pas que Saint-Nicolas et Redon, c'est aussi, vous l'avez vu, de Teillac à Fégréac jusqu'au Fougeray. Maintenir 20% de logements sociaux, je l'évoquais à l'instant, objectif LH, notamment à proximité de la gare. Tendre vers une part minimale de 40% de logements individuels groupés et d'intermédiaires dans les nouvelles opérations d'ensemble. C'est le travail que nous sommes en train de faire, nous tous, ici, autour de la table, pour la ZAC du Châtel au Paty. Et nous aurons à envisager des modes constructifs et de combinaison de logements individuels et logements intermédiaires de façon bien différente que de la façon dont cela a été envisagé dans la tranche 1. D'accord ? Accueillir préférentiellement des équipements intermédiaires et supérieurs bénéficiant d'un rayonnement intercommunal, santé, formation, etc. Les orientations relatives au développement économique, avec alors quelques représentations que vous retrouvez dans nos documents. Permettre l'accueil de nouvelles entreprises dans une logique de sobriété foncière et de mutualisation des usages. Améliorer la qualité architecturale et l'intégration paysagère des projets économiques. Privilégier l'installation de petits commerces dans les centralités plutôt que dans les zones périphériques. Voilà les principes. Cela invite, par exemple, pour illustrer le propos, sur les zones économiques de l'agglomération à inviter les propriétaires, à les inciter à reconsidérer leur propriété. Quand vous allez dans certaines zones économiques, elles ont été créées il y a plus d'une vingtaine d'années pour certaines, et vous avez des entreprises, un bâtiment a une emprise de 300-400 mètres carrés sur un terrain de 5000 mètres carrés. Lorsque ce choix a été fait, c'était en prévision éventuellement d'agrandir ou d'augmenter des hangars ou je ne sais quoi. Sauf que quand on va sur place, rien n'a été fait. Alors, est-ce qu'on a toujours ce besoin ou est-ce qu'on peut céder, reconfigurer les parcelles, les diviser pour accueillir d'autres entreprises? Voilà comment on peut travailler et il faut que, en la matière, la collectivité, enfin le PCI, puisque c'est sa compétence, soit volontariste, mais il y aura ce travail aussi à faire à l'échelle des terrains qui accueillent du logement. Il y a aussi des habitants, voilà, des particuliers qui sont sur de grands terrains. Est-ce que ce terrain correspond à leurs besoins? Est-ce qu'il n'y a pas, on peut aussi sectoriser les choses et d'inviter à diviser les parcelles pour permettre l'installation ou la construction de bâtiments. Ce qui est vrai, donc, là je parle de l'activité économique, mais c'est aussi vrai pour le logement individuel. Zoom sur Redon, cœur urbain, privilégie l'accueil d'activités tertiaires pardon, dans les secteurs urbains mixtes, par exemple le secteur de la gare, et envisager la renaturation de la zone de l'avant-port pour préciser ce qui intéresse Redon. Alors c'est pas exclusif, hein. Il y a d'autres illustrations possibles. Deuxième chose, les orientations relatives aux mobilités. Renforcer la mixité urbaine et la densité logement, commerce, services dans les secteurs cumulant plusieurs modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle, transport en commun, pistes cyclables, gare ou halte ferroviaire. Améliorer la desserte en vélo par la création de voies cyclables et de stationnements adaptés, nouveaux quartiers au sein des communes et entre communes. Pour Redon, spécifiquement, conforter le quartier-gare autour d'une offre multimodale. Je me réjouissais à l'inauguration du bus que voilà, le bus urbain est dans la continuité du pôle d'échange multimodal tel que nous l'avions
pensée avec l'ensemble de nos partenaires. Il y a encore à faire sur les pistes cyclables dans notre ville et au-delà de notre ville pour mettre en relation nos communes, pour les relier entre elles. Il y a encore à faire. Et faciliter l'accès au centre-ville et à la vie de quartier par les aménagements autour de la gare et des projets Stade Garnier. Vous en connaissez, je crois, la nature et l'extension. Les orientations relatives à l'environnement, inventorier et préserver les espaces naturels sensibles, zones humides, prairies, grands boisements, ainsi que les corridors naturels qui les relient, végétation aux abords des cours d'eau, haies bocagères, etc. Végétaliser pour limiter les impacts du changement climatique sur la qualité de vie et favoriser la filtration des eaux pluviales à la parcelle et la récupération de l'eau pluviale. Les enveloppes régionales attribuées au SCOT de Redon Agglomération. Alors, vous le voyez ici. Alors, j'arrive même pas à le lire. C'est barré. C'est bien 118. On est d'accord, hein? C'est ça, pour la partie bretonne. Voilà. Voilà, mais j'arrivais même plus à le lire là sur la petite image. Mais est-ce que je le lis mieux ici? Ah oui, 118. J'hésitais entre 110 et 118. En tout cas, à l'échelle sur l'enveloppe totale de 352 hectares affectés au SCOT de Redon Agglomération pour sa consommation maximale d'espaces naturels, agricoles et forestiers, dit ENAF, donc à l'échelle de l'agglomération. Où l'on retrouve le graphique que je présentais tout à l'heure. Alors comment se répartit-il? Donc on est sur ces 352 hectares et je disais tout à l'heure à répartir donc, dont 62 hectares et demi déjà consommés depuis août 21. Ok. Alors comment se répartissent-ils? À 70% pour le développement résidentiel, soit 246 hectares, dont 54,5 depuis 21. Logement, rappel entre 235 et 330 logements à produire par an, pas seulement en extension. Équipements communaux, voiries d'accès, espaces publics. À 25% pour le développement économique, soit 88 hectares, dont 5,4 hectares depuis août 21, pour l'industrie, pour l'artisanat, pour l'activité tertiaire, pour le commerce, pour aussi les voiries d'accès, les espaces publics et le stationnement. Et enfin, 5% pour une enveloppe de solidarité de 18 hectares, équipements intercommunaux, eau, assainissement, déchets, aires de covoiturage, loisirs, tourisme, voies vertes, aires des gens de voyage et production ENR. Pour les équipements intercommunaux, depuis que nous en avons échangé, j'en ai échangé avec le président de l'agglomération, je lui disais qu'il faudra bien entendre dans équipements intercommunaux des projets aussi qui pourraient être communaux, mais d'intérêt communautaire. C'est important pour nous parce que voilà, c'est pas la même enveloppe et ce ne sont pas les mêmes additions. Je crois que ça a été bien entendu. Les orientations, mais je m'en assurerai. Les orientations relatives à la... Alors, je vais un petit peu vite. Vous avez vu à droite, là, à répartir entre les territoires de proximité ou par strate de l'armature, et puis pour tout le territoire de Redon Agglomération. Et la déclinaison se fait à la commune dans le PLUI. Les orientations relatives à la préservation du foncier agricole et naturel, projection de la trajectoire de réduction. Alors, on a dit tout à l'heure, répartition pour 70% des 352. Maintenant, comment ils se répartissent à l'échelle des territoires de proximité. Voilà la distribution qui a été envisagée, qui est envisagée. Répartition de l'enveloppe de 246 hectares de consommation maximale d'ENAF pour le développement résidentiel. Ok. Le territoire de proximité de Redon-Saint-Nicolas, soit nos 12 communes, 105 hectares, soit 43% de l'enveloppe globale, dont
60 hectares de consommation maximale pour la période 21-30, dans laquelle nous sommes, 30 hectares divisé par 50% des 60, 50%, soit 30 hectares pour 31-40, 50% de 30, 15 hectares pardon, pour la période 41-50. Pour le territoire d'Aller, 39 hectares, soit 15% de l'enveloppe globale. Pipriac, 51 hectares, soit 21% de l'enveloppe globale. Et pour Guéné-Info-Plessé, 52 hectares, soit 21% de l'enveloppe globale. Pour Redon, 2 hectares 7 de foncier résidentiel consommé depuis 2021 et non pas 0,4 comme cela avait sans doute été présenté la semaine dernière. C'est bien ça? C'est bien ça, Sandra? Ouais. Ok. Et 105 hectares de foncier résidentiel à répartir au sein du territoire de proximité Redon-Saint-Nicolas, soit 12 communes. Vous allez avoir l'impression que je radote. La suite, organisation de l'enquête publique et approbation du SCOT. Voilà, nous sommes l'été consultation, je vous disais, des personnes publiques associées. Cela dure 3 mois. J'étais au CDPNAF d'Ille-et-Vilaine au début du mois d'août. La semaine dernière, c'était celui du CDPNAF de Nantes, enfin de Loire-Atlantique. J'attends la date du 56, mais il va falloir qu'il se presse parce qu'il y a des délais à respecter. Mais vous n'y êtes pour rien, mes amis, mais bon, voilà. Écoutez, c'est l'État qui décide. Du 13 octobre au 14 novembre 2025, donc c'est dans le processus, c'est ce qu'on appelle l'enquête publique, qui dure 1 mois. Automne-hiver 2025, reprise du dossier au regard des différents avis. Donc je vous disais que l'État a déjà donné son avis, et puis il y en a d'autres à venir. Et puis il y a l'enquête publique. Et toutes les informations par voie de presse au siège de Redon Agglomération, sur Internet, site de Redon Agglomération et commune, plusieurs permanences lui à définir, un registre en ligne pour consulter le dossier et donner son avis. Et puis en janvier-février, comme je vous le disais, nous approuverons, après l'avoir arrêté, nous approuverons le schéma de cohérence territoriale de Redon Agglomération. Nous avons une spécificité qui ne vous paraît peut-être pas très originale si vous n'êtes pas familier de ces sujets, mais notre SCOT est à la même échelle que le PLUI. Et ça n'est pas le cas partout. D'accord ? Voilà. Le SCOT, souvent, rassemble plusieurs EPCI. D'accord ? Avec des documents réglementaires opposables qui sont différents. Ça peut être le PU ici, le PLUI d'à côté. Mais il faut un schéma de cohérence territoriale unique. Voilà pour ce qui est de cette présentation. Alors je vais lire maintenant la délibération, puis j'accueillerai évidemment vos questions et vos remarques à la suite. Le Conseil communautaire de Redon Agglomération a prescrit la révision du schéma de cohérence territoriale SCOT par délibération en date du 11 avril 2023. Le SCOT du Pays de Redon, Bretagne Sud, a été approuvé initialement le 14 décembre 2010, puis le document a fait l'objet d'une première révision approuvée le 13 décembre 2016. Depuis cette révision, suite à la réorganisation des différentes structures intercommunales qui composaient le syndicat mixte du SCOT du Pays de Redon, Bretagne Sud, intervenu dans le cadre des réformes territoriales issues notamment de la loi NOTRe du 7 août 2015, le périmètre du SCOT a été réduit et correspond désormais à celui de Redon Agglomération. La seconde révision du SCOT est rendue nécessaire par l'évolution du contexte législatif à l'échelle nationale, notamment la loi Elan du 23 novembre 2018, qui a conforté le rôle intégrateur du SCOT et a modernisé son contenu, ainsi que la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, qui comporte des objectifs importants en matière de maîtrise de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, ENAF, de lutte contre l'étalement urbain et de réduction de l'artificialisation des sols, trajectoire zéro artificialisation nette.
Il s'agit aussi de prendre en considération les évolutions apportées aux documents supraterritoriaux tels que les SRATET de Bretagne et des Pays de la Loire, je vous ai dit ce que c'était, ou le SAGE-Vilaine, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Enfin, Renault Agglomération a acté en 2021 son projet de territoire 2021-2026, dont le contenu et les enjeux doivent également être pris en compte dans le cadre de la révision du SCOT. Conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme, le projet de révision du SCOT de Renault Agglomération comprend un projet d'aménagement stratégique, le PAS, un document d'orientation et d'objectifs, le DO, intégrant un document d'aménagement artisanal, commercial et logistique, le DACL, différentes annexes, diagnostics, enfin je vous fais grâce de la lecture, je les ai envisagés tout à l'heure. Le projet d'aménagement stratégique a fait l'objet de 2 débats au Conseil communautaire le 30 septembre 2024 et le 27 janvier 2025. Ces débats ont permis de finaliser le document qui se décline en 3 axes, 9 cibles et 27 objectifs. Les axes et cibles définis dans le PAS sont rappelés ci-après. Axe 1, un territoire rayonnant et exceptionnellement connecté. Et après, vous avez les cibles. Il y en a ici 4. 1, conforter les filières économiques qui bénéficient du positionnement géographique du territoire pour faciliter l'accès à l'emploi pour tous. 2, organiser l'armature des lieux économiques dans une logique de sobriété. 3, s'appuyer sur une offre ferroviaire exceptionnelle comme levier potentiel de développement urbain. 4, développer une mobilité durable comme vecteur de développement favorisant la proximité et le lien entre les communes. Axe 2, un territoire solidaire entre la ville confluence, les pôles d'équilibre et les bourgs ruraux. 5, affirmer un maillage territorial bénéficiant à toutes les communes et garant de la qualité de vie. 6, diversifier l'offre en logement pour répondre aux besoins de tous et à tout âge. Axe 3, un territoire ressource et résilient fondé sur la diversité des paysages et vecteurs de bien-être. 7, cible 7, révéler un socle écologique, paysager et patrimonial garant de l'identité du territoire. 8, valoriser et gérer durablement les ressources dans leurs multiples usages. 9, assurer une gestion économe du foncier. Le document d'orientation et d'objectifs, quant à lui, le DO donc, enfin, comme ça qu'on dit, détermine les conditions d'application du projet d'aménagement stratégique. Il fixe les orientations et les objectifs qui traduisent le PAS sous forme de prescriptions et de recommandations. Le DO est structuré autour de 7 chapitres thématiques et de 18 orientations. Chapitre 1, activité économique et agricole. 1, orientation 1, renforcer les filières économiques. 2, organiser l'armature des lieux économiques. Chapitre 2, activité commerciale. DAC 3, orientation 3, orienter l'offre commerciale vers les centralités et les implantations périphériques existantes. Chapitre 3, mobilité. 4, organiser l'offre en mobilité alternative à la voiture individuelle. 5, articuler l'offre en mobilité et développement urbain. Chapitre 4, organisation territoriale et habitat. Orientation 6, affirmer un maillage territorial bénéficiant à toutes les communes et garant de la qualité de vie. 7, organiser la trajectoire de sobriété foncière. 8, définir les principes de constructibilité et de priorisation de l'urbanisation. 9, soutenir le dynamisme des centralités par une répartition équilibrée de l'offre de services et d'équipements. 10, diversifier l'offre. Excusez-moi. Donc, diversifier l'offre en logement pour répondre aux besoins de tous à tout âge. 11, qualité des opérations et des logements. Chapitre 5, patrimoine écologique et paysager. 12, protéger, maintenir et remettre en état la trame verte et bleue. 13, préserver et valoriser les paysages et le patrimoine bâti, marqueur identitaire du territoire. Chapitre 6, ressources, eau, énergie, sol et sous-sol. 14, garantir une ressource en eau de qualité et en quantité suffisante. 15, favoriser le développement des énergies renouvelables et de récupération. 16, favoriser l'économie circulaire par la valorisation des déchets et le remploi des matériaux. 17, qualité des sols et sous-sols. Chapitre 7, risques et santé publique. 18, prévenir les risques et limiter l'exposition aux nuisances et aux pollutions. Le Conseil communautaire de Renault Agglomération a arrêté le projet de révision du SCOT par délibération en date du 26 mai 2025. Au cours de cette même séance publique, il a également tiré le bilan de la concertation organisée pendant toute la durée de la phase d'élaboration du schéma.
Conformément aux dispositions de l'article du Code de l'urbanisme, Renault Agglomération a transmis le projet de SCOT arrêté aux communes membres de la communauté d'agglomération qui disposent d'un délai de 3 mois, c'est ce délai qui s'impose à nous donc, et qui justifie ce présent conseil municipal, pour émettre un avis. Le courrier de consultation envoyé par Renault Agglomération, daté du 11 juin, comportait un lien de téléchargement de l'ensemble des pièces constituant le dossier de révision du SCOT. Il a été reçu en mairie le 16 juin dernier. Il appartient donc maintenant à la commune de Redon d'émettre un avis sur le projet schéma de cohérence territoriale de Redon Agglomération. Le conseil municipal, vu le code de l'urbanisme, vu la délibération du conseil communautaire du 11 avril 23, vu les délibérations du conseil communautaire de Redon Agglomération du 26 mai 25, tirant le bilan, j'en avais présenté de la concertation et arrêtant le projet de révision du SCOT, vu le courrier en date du 11 juin 25, c'est ce que je viens d'expliquer, le délai de 3 mois, considérant que le SCOT constitue un document de planification stratégique qui encadre les politiques d'aménagement, d'urbanisme, de mobilité, d'habitat, de développement économique et de préservation de l'environnement. Vu la présentation du projet de révision du SCOT à la réunion spéciale du 1er septembre dernier qui nous réunissait ici même. Voilà, je vais vous proposer d'émettre un avis favorable, assorti d'une observation sur le projet de révision du SCOT de Redon Agglomération tel qu'il a été arrêté par délibération en date du 26 mai 2025. Voilà l'observation que je vous propose. La ville de Redon rappelle que le SCOT s'inscrit pleinement dans l'esprit de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, qui fixe notamment un objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols à l'horizon 2050, objectif ZAN. Afin d'atteindre cet objectif, la loi impose la réduction de moitié du rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, donc ENAF, sur la décennie 2021-2031, par rapport à la décennie précédente. Selon l'article 194 de la loi Climat et Résilience, la consommation des ENAF est entendue comme la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné, sans qu'il soit fait référence à une surface minimum d'opération d'aménagement ou de construction. Au sens de la loi, il y a donc consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dès le premier mètre carré de leur conversion en espace urbanisé, à l'occasion par exemple de la mise en œuvre d'un projet d'aménagement, ZAC, permis d'aménager, de construction, permis de construire, ou d'infrastructure, route, voie ferrée. Afin d'assurer un strict respect de la trajectoire de sobriété foncière fixée dans l'orientation 7 du DO, la commune de Redon rappelle que le décompte de la consommation foncière d'ENAF doit se faire pour tout projet sur l'ensemble du territoire communautaire, conformément aux dispositions de la loi Climat et Résilience. Et dit que la présente délibération sera transmise à Redon Agglomération à la suite de ce conseil municipal. Voilà, mes chers collègues, de façon, j'en ai bien conscience, très synthétique, pour ceux et celles qui ont pris la peine de lire les documents, ils sont plus épais, ils ne sont pas définitifs, il faudra, avant l'approbation, probablement les amender, prendre en compte, par exemple, les remarques que Renault Agglomération a reçues la semaine dernière de l'État. Il y a un bon petit rapport, voilà, et il faudra intégrer ces remarques, répondre, évidemment. On attend aussi l'avis, c'est pas un avis, c'est le travail d'un cabinet d'avocats pour alors c'est le travail qui est fait à l'Agglo, que je fais à l'Agglo, pour bien, consolider nos documents. Avec mes collègues bretons cet après-midi, là, on évoquait le cas, après notre travail habituel, le cas du PLUI de Metz Métropole que le tribunal administratif a retoqué. Autant dire que, contestant, c'est ce que dit le juge, l'outil utilisé par Metz Métropole pour mesurer sa consommation d'ENAF, puisqu'il y a différents outils. Et voilà. Et donc, il faut être vigilant à tout. C'est-à-dire que le juge peut retoquer
un PLU d'une métropole, comme un SCOT à l'échelle intercommunale. D'accord ? Voilà. Donc il faut... c'est un travail d'expert. J'ai bien conscience quand, vous voyez, je présente ça. Alors moi, c'est un peu mon dada, mais d'aucuns pourraient dire, oh là là, que de choses, etc. Mais je pense que vous avez ici conscience, autour de la table, au conseil municipal de Redon, de la démesure qu'ont pris certains projets d'aménagement, notamment dans notre région. Quand, pour ceux qui le connaissent, je connais une partie, pas tout, du littoral breton, mais il a été, par rapport à ce que j'ai pu connaître, défiguré. Voilà. Et donc il y a eu, voilà, il fallait construire dans une extension presque conquérante, quasi impérialiste de la terre. Voilà. Je suis là, je construis, et je vais aller encore plus loin, etc. Il était temps. Alors, la loi climat-résilience, ce n'est pas la première. Hein. On évoque la loi Elan, et depuis déjà plusieurs décennies, les textes de loi invitent à la sobriété foncière. Mais il est vrai que la loi climat et résilience est, de ce point de vue, beaucoup plus prescriptive, beaucoup plus impérative que ne l'étaient les documents, la loi auparavant, ce qui se traduit d'ailleurs dans le code de l'urbanisme. Donc la nécessité, pour penser le territoire, pour penser à la fois une ambition politique pour le territoire, de prendre bien en compte l'ensemble de ces enjeux, d'être aussi inventif dans les modes de construction. J'ai déjà évoqué dans cette assemblée le travail que nous avons fait en comité de pilotage, quelques-uns d'entre nous ici présents, lorsque nous étions allés à Nantes avec Lionel, Valentin, Loïc et Martine, je crois, et les services, pour voir des formes nouvelles d'habitat qui mixent le logement individuel, le logement collectif. Voilà, il y a à inventer. Et quand on voit certains choix que nous-mêmes nous avons validés ici, eh bien, on peut peut-être a posteriori, mais c'est toujours facile de refaire l'histoire a posteriori, sans mordre les doigts. On aurait pu probablement mieux faire. Donc voilà, il y a des urbanistes, des architectes, des personnes qui peuvent nous aider à mieux penser l'aménagement urbain, le logement, les infrastructures au sein même de notre ville et plus largement à l'échelle de Redon Agglomération. Voilà, j'ai trop parlé, je m'en excuse. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà la délibération telle que je vous la propose, avec l'observation telle que je viens de la lire, que je vous avais à tous envoyé vendredi dernier, suite aussi à la réunion spéciale de lundi de la semaine dernière. J'écoute vos remarques ou vos questions, mes chers collègues. Loïc. Oui, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y avait d'autres interventions, mais... Oui, considérant que le SCOT constitue un document de planification stratégique qui encadre les politiques d'aménagement, d'urbanisme, de mobilité, d'habitat, de développement économique et de préservation de l'environnement, il nous semble que nous aurions pu voir apparaître dans ce document l'objectif global d'amélioration de la santé des habitants du territoire. Il apparaît dans quelques objectifs et sous-cibles. Entre autres, nous savons aujourd'hui que les campagnes d'information sur la santé, reposant par exemple sur une alimentation saine et la pratique sportive, ont un impact très faible, voire nul, sur les comportements. Et la sédentarité conduit aujourd'hui plus de 30% de la population adulte au surpoids et 17% des moins de 18 ans. Par contre, un urbanisme favorable à la santé a un impact direct sur les comportements et est donc bien plus efficace que les campagnes de communication ou les restrictions associées aux publicités alimentaires ou automobiles. À ce titre, le SCOT et demain le PLUI devront faire une grande place à cet objectif d'amélioration de la santé et du bien-être global de nos concitoyens. Cela passe par la multiplication des espaces verts et de tous les aménagements favorisant les mobilités douces, mais aussi à faire davantage de place à des paysages incitant à la découverte et à la marche, à respecter les trames vertes et bleues, etc. Ce qui est entre autres cité au travers de la prévision des espaces de transition et de respiration en centralité, par exemple, ou encore dans l'objectif 11 du DOO, mais qui pourrait être davantage souligné.
L'axe 3, qui concerne un territoire ressource et résilient fondé sur la diversité des paysages et vecteur de bien-être, présente pour objectif, dans sa cible 7, révéler un socle écologique, paysager et patrimonial, garant de l'identité du territoire. Pour cela, il nous semble qu'il serait nécessaire non seulement de révéler, mais aussi de revenir sur des aménagements agricoles qui ont trop largement laissé la place, entre autres, à la culture du maïs, ce qui anonymise notre territoire, et détruit son identité comme une bonne partie de la Bretagne. Encourager la multiplicité des activités agricoles est de ce point de vue un objectif essentiel, qui nécessitera une réflexion quant à la sélection des projets agricoles et le rôle que pourra y jouer demain l'agglomération, sans que ce soit cité aujourd'hui dans le PAS. Le chapitre 4 du DO présente les objectifs en matière de parc social, dont vous avez parlé. Nous partageons votre souhait de le voir se développer dans les pôles d'équilibre et les bourgs ruraux, mais aussi à Redon, où nous pourrions nous fixer un objectif plus ambitieux de 25%, compte tenu du nombre très important de demandeurs. Nous validons sinon les objectifs visés en matière de développement économique et de mobilité, avec le souhait de développer des alternatives à la voiture individuelle. L'habitat léger réversible est aussi cité, ce qui est une bonne réponse au développement à un mode d'habitat pouvant s'avérer beaucoup plus respectueux de l'environnement. La question de l'exploitation du sous-sol est bien citée. Nous laissons ouvert à cette exploitation. Il nous faudra être extrêmement attentifs à la traduction des contraintes fixées dans le SCOT au PLUI. Par ailleurs, la question de la sobriété foncière est essentielle et nous partageons la note ajoutée à la délibération. Il est essentiel que le calcul des terres artificialisées commence bien dès le premier mètre carré. Cependant, nous craignons que cette observation ne suffise pas à nous assurer du suivi de ce mode de calcul par l'agglomération. Ces différents éléments expliquent que nous préférons nous abstenir, bien que nous reconnaissons par ailleurs la qualité du projet d'aménagement stratégique et du document d'orientation et d'objectifs. Je vous remercie. Autre question, remarque? Bon, j'entends ce que vous dites, Loïc. Bon, je regrette votre abstention, mais je la respecte. Le document, pour avoir participé activement à sa genèse, me semble assez complet, ce qui n'empêche pas le conseil municipal de formuler une observation que vous soutenez. Je pense que ce rappel est utile, et si je le formule, c'est que j'ai la même inquiétude que la vôtre. Sur les autres sujets, il appartiendra aussi, dans le cadre de l'élaboration du PLUI, de préciser les contours d'un certain nombre de chapitres qui sont ici, qui sont pensés comme orientation générale. Voilà. Bon. Je respecte votre choix. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Oui, Jacques. Sur la diapositive numéro 20 qui concerne les trajectoires du SCOT. J'ai bien aimé, alors c'est ma déformation professionnelle, la présentation d'une courbe décroissante. C'est une courbe constante par palier qui est décroissante. Alors évidemment, en 2050, je ne serai peut-être pas là pour juger. Mais que se passe-t-il à ce moment-là quand on arrive au niveau 0 ? Puisque cette courbe est décroissante. On dispose d'un certain nombre d'hectares pour la consommation, l'artificialisation, la renaturation. Donc lorsqu'on arrive au niveau 0, supposons donc qu'on n'ait plus d'espace pour produire. Que se passe-t-il alors ? Quel est le scénario qui est prévu quand on est réduit à 0 ? Et donc, une possibilité, c'est qu'on n'a plus d'espace pour construire, donc on va réutiliser des bâtiments existants, par exemple. Et à ce moment-là, eh bien, on va dire à un certain nombre de gens qui ne seront plus là ou qui sont encore là, eh bien, de partir pour remonter. Est-ce qu'on peut imaginer ce scénario à la Orwell 1984 ? C'est une question. Comment ? Oui, alors de l'invitation à repenser, pour illustrer le propos,
il y a sur la ville de Redon du logement vacant. Bon. Il y a des bâtiments qui sont même laissés à l'abandon. Ce qui est vrai de Redon l'est également dans les bourgs ruraux. Donc il y a déjà beaucoup à faire en termes de réhabilitation du bâti existant, d'une réhabilitation en capacité d'accueillir de nouveaux habitants. Avant de penser même déconstruction. C'est-à-dire que le sens de la loi, outre la consommation foncière, c'est de repenser effectivement les modes d'habitat et de réinvestir dans le bâti existant. C'est tout particulièrement vrai du centre-ville, de l'hypercentre de Redon, comme ça l'est de beaucoup de bourgs qui se sont développés, mais comme la ville l'a fait, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé depuis l'après-guerre? Les communes se sont étendues, se sont étalées, des lotissements périphériques. Quand on regarde des photos, même, on peut regarder des cartes aussi, mais des photos de Redon il y a 50 ans, 40 ans, nous n'étions pas dans cette configuration. Et pour autant, la population n'a pas forcément augmenté, elle a même diminué. Donc il y a ce phénomène d'extension territoriale. C'est une invitation à revenir au centre, à réhabiter le centre, et en favorisant, c'est ce que nous remettrons à l'ordre du jour, une opération programmée d'amélioration de l'habitat avec un volet rénovation urbaine sur lequel nous travaillons, parce qu'il y a, je crois, beaucoup à faire. Donc, et puis il y a la comptabilité qui ne manquera pas d'être faite de la population de notre pays. Bon, nous sommes sur une tendance démographique, en tout cas au moment où nous parlons d'une baisse significative de la natalité. Nous sommes, alors que la France était, il y a encore quelques années, au-dessus du 2, est à 1,6 enfants aujourd'hui par femme. Donc il y a un sujet, c'est ce qu'on appelle le solde naturel. Le solde migratoire peut compenser ou rattraper ou atténuer les effets d'un solde naturel négatif. Enfin, il n'est pas négatif, mais en berne, voilà, l'INSEE, les acteurs régionaux de l'État, la région elle-même, département, comme une commune, comme un EPCI, sont attentives à la donnée démographique. Là, ce sont des ambitions qui sont fixées, par ailleurs. Bon, il faut fixer des ambitions. Je pense que notre territoire dans l'agglomération est un territoire agréable à vivre. Maintenant, on ne va pas non plus le défigurer. Et donc, si on a cet objectif, il faut que les politiques, en termes d'incitation, d'aménagement d'une ZAC, etc., soient en cohérence avec cette ambition. D'accord ? Mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit plus, aujourd'hui, de toute façon on le voit à l'échelle de notre commune, on ne va pas aller sur les bois de Bailleul, les espaces végétales de Bocudon ou encore de la Ruche. Pas plus qu'on ira habiter sur le Marais. Donc il faut faire avec l'existant. Nous avons un besoin attesté, et d'ailleurs il n'est pas surprenant, de consommation d'espaces naturels, notamment dans la ZAC du Châtel-au-Paty. Là il y a 8 hectares et demi à peu près. Nous y sommes engagés, c'est une planification, on va revenir sur la genèse du projet, mais il est pensé et nous essayons de faire au mieux. Il y a quelques autres poches, dites aussi dents creuses ici, dont il nous faudra appréhender le besoin, mais nous n'irons pas plus loin. La ville de Redon, à cet égard, doit se montrer bon élève. Je pense qu'elle l'est déjà, mais bon élève. Et moi, je ne suis pas, comme vous tous, je crois, autour de la table, dans des considérations que j'entends dans d'autres régions de France,
qui conteste le principe même et l'essence même, en plus de son esprit, de la loi. La loi, cette loi climat et résilience, à la suite de beaucoup d'autres lois, et c'est le pouvoir du législateur, c'est un pouvoir, un des pouvoirs politiques, oriente l'aménagement des territoires. On peut dire, et on entend le dire, que nous sommes dans une inflation normative, mais il y a des lois utiles. Celles-ci, quand elles concernent l'aménagement du territoire, et qu'elles concernent nos façons même de vivre, d'habiter, de nous loger, de travailler, de circuler dans un territoire, elles sont indispensables. Le reste, voilà. Ou alors on fait rien, et puis on pipote, quoi, puis on s'étend, et puis voilà. Alors ta question, j'ai pas de réponse précise, mon ami Jacques, mais sauf à dire qu'il y a déjà beaucoup à faire. Ne serait-ce qu'avec les bâtiments existants, ça va pas empêcher de nouvelles constructions. Moi, je pensais à l'au-delà, c'est tout. Tu pensais? Je pensais à l'au-delà, puisque je ne serai plus là. Ah oui, oui, c'est ce que tu as suggéré. Voilà. Alors, juste avant peut-être de voter, parce que la question avait été posée lors de cette commission spéciale, et j'avais dû vous quitter à la fin parce que je devais rejoindre mes collègues d'Ille-et-Vilaine à Sixte. Sandra, Stéphane, non. Sur la question qui avait été posée, c'est mais comment on comptabilise tout ça? Voilà. Et Stéphane Tricard, Sandra Vaillant, que vous connaissez bien, et je les remercie, vont vous montrer l'outil. Comment qu'on fait? L'outil, il est actif, Sandra, là? Oui, c'est bon. Ok. Ouais. Donc juste pour vous expliquer en 2 petites phrases comment on a travaillé. On a eu un document qui a été mis, enfin une cartographie qui a été mise en place par la région, sur laquelle nous on a vérifié à partir de photo-interprétation, à partir des fichiers fiscaux, quels étaient les espaces qui étaient déjà consommés de ceux qui ne l'étaient pas. Donc là, l'outil maintenant, on l'utilise nous à peu près 2 fois par an pour le mettre à jour. Donc là, vous avez la commune dans sa globalité. Toute la partie qui est en rose correspond aux espaces qui ont été définis comme étant consommés en 2021. Donc date à partir de laquelle on commence à quantifier le ZAN. Les espaces verts, eux, ne sont pas forcément des espaces non constructibles. C'est là qu'il faut pas qu'il faut pas confondre en fait, si vous voulez. Ce sont des espaces qui sont dits en étant ENAF, donc espaces verts en fait à protéger pour certains, mais qui vont compter dans notre consommation. Donc là, du coup, nous, ce qu'on fait, on repère aménagement par aménagement, que ce soit un permis d'aménager, un permis de construire, sur les espaces qui sont du coup aujourd'hui comptabilisés en ENAF. Donc là, tu peux aller là, Stéphane. Voilà, donc là, voilà, Monsieur Tricard va vous cliquer dessus. Hop, vas-y. On va prendre un projet. Voilà. Ouais, difficile. C'est difficile de se rendre compte. Ouais, on voit pas. On va prendre parmi les derniers projets autorisés en permis d'aménager un lotissement rue du Val, qui est donc. Alors, je vais essayer de zoomer. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Donc ça, à partir du projet, on retrace sur cet outil le périmètre. Et là, par exemple, le lotissement en question, on va dire sur 95% de son périmètre consommait de l'ENAF, puisque tout ce qui est en vert était considéré comme espace naturel, agricole ou forestier. Et par contre, on avait une petite partie en bas qui était considérée comme déjà urbanisée. Donc là, on a aussi nous des tableaux de suivi qui nous permettent de savoir exactement au mètre carré près combien on a de consommation et combien on a d'espaces déjà urbanisés. Et donc on fait ça pour toutes les opérations au fil du temps. Et c'est avec cet outil-là et nos tableaux de suivi qu'on a permis de calculer que depuis 2021, on avait consommé pour la fonction résidentielle 2,7 hectares.
Donc et effectivement, ce qui est important, comme l'a dit Sandra, c'est que on peut avoir des ENAF en zone U ou A urbanisée du PLU. C'est la raison pour laquelle des opérations peuvent faire de la consommation d'ENAF. Le cas, par exemple, le plus facile à comprendre, c'est la zone d'aménagement la ZAC du Châtelot-Paty, qui est ici. Donc la première tranche, elle est en rouge parce que les travaux de viabilisation ont commencé avant 2021. Donc toute la première tranche a été considérée comme consommée avant 2021. Et puis, on a par contre la deuxième tranche, qui est ici, qui vient jusqu'à la rue, ici, qui est encore en ENAF, et qui constituera donc de la consommation. Et donc ces opérations-là viendront se décompter de l'enveloppe qui sera affectée par plus précisément par le PLUI à la commune. Ce qui veut dire aussi que chaque commune, pour le PLUI, ne permettra pas aux communes d'avoir des espaces à urbaniser qui sont complètement en démesure par rapport à l'enveloppe qui leur est affectée. Ce décompte-là, on le fait à partir d'un projet de 5000 m², c'est ça? Non. Dès ce premier mètre carré, dès lors que vous êtes dans une zone verte, en fait. D'accord. Voilà. Donc, autorisation d'urbanisme par autorisation d'urbanisme. Et en même temps, ça permet également de suivre la programmation de logement, parce que nous on indique du coup, parce que là on est sur le tertiaire, sur le résidentiel, pardon. Donc on précise quel est le type d'opération, si c'est de l'individuel, si c'est du collectif, combien de logements on a sur l'unité foncière, et on peut faire un ratio après de densité au mètre carré. Voilà, en fait, ça, c'est un outil qui est qui a été développé par l'agence d'attractivité à partir du MOS Bretagne. Et donc, au moment où on crée, quand on a un permis ou un permis d'aménager ou un permis de construire qui impacte de l'ENAF, on dessine le périmètre sur sur l'outil, et puis on remplit des données qui se présentent de cette façon-là, de façon à avoir un historique et de pouvoir comptabiliser. Et ce qui déclenche la consommation effective de l'ENAF, c'est pas la date de l'autorisation d'urbanisme, c'est la date du début des travaux. Donc ce qu'on appelle la déclaration d'ouverture de chantier déposée par les demandeurs, ou parce que nous on sait parce que parfois les personnes ne la déposent pas, mais on sait en ayant été sur place que le chantier est commencé. Voilà. Oui, juste une précision. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la surface urbanisable au sein du PLU, pour savoir si elle est aujourd'hui supérieure au volume permis par le ZAN? Parce que au moins jusqu'au prochain, il faut encore le faire, le PLUI, qui soit voté. Donc potentiellement, on peut recevoir des PC qui pourraient excéder notre capacité. Alors, les services ont travaillé sur ce sujet avec Lionel Romande, puisque, vous avez bien compris, il y a 105 hectares à l'échelle du territoire de proximité, pour 12 communes. Il y a déjà eu, entre nous, à titre d'hypothèse de travail, une répartition de ces 105 hectares. Avant que nous nous engagions dans une phase, mais nous avons 2 ans et demi pour le faire, mais de bien considérer le besoin que nous avons d'espaces naturels à urbaniser. Donc le projet de la ZAC du Châtelot-Paty,
le projet pour les projets d'envergure, qui dépassent l'hectare, Bocudon, l'espace envisagé pour un nouvel équipement sportif, type gymnase, etc. D'autres projets particuliers que nous connaissons ou prévisibles. Donc d'envisager effectivement et faire la somme de l'ensemble de ces projets, ceux qui sont déjà engagés, ceux qui ne sont pas encore mais qui sont connus et qui pourraient l'être, et même des zones pour lesquelles il n'y a pas encore de projet, mais dont il y aurait pertinence au vu de l'environnement, de la proximité, etc. Donc c'est le travail que font les services. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur, pour l'instant, une évaluation, alors pas l'évaluation elle-même, mais sur la répartition d'une vingtaine d'hectares pour la ville de Redon, ce qui serait a priori bien suffisant. Mais avant de poser les choses, comme nous y invitera très certainement l'État à un moment donné, c'est-à-dire de penser les 105 hectares à l'échelle des communes malgré tout, malgré un PLUI, parce que voilà. Donc on est sur cette proportion-là, sur ce volume-là. Bon, maintenant ce que je vous dis, Loïc, c'était affiné, hein, mais voilà. Mais il s'agit de faire aujourd'hui un travail qui est assez, difficile ou pas, si vous voulez. C'est que ont déjà intégré nos projets connus, repérés, qui consommeront des ENAF. Ceux qui sont prévisibles, qui sont déjà dans nos documents de planification ou d'orientation d'aménagement à l'échelle du PLU, on les connaît. Nous nous posions la question, c'est pas d'aujourd'hui, nous la posons déjà aussi, de l'ensemble de l'espace foncier urbanisé qu'est le quartier Bellevue, pour lequel nous préparons aussi un projet d'aménagement et du logement, mais là aussi la question de la renaturation, comment sera-t-elle prise en compte? Quant aux friches, elles sont déjà artificialisées. Donc ce que nous pouvons faire déjà au mieux, c'est les renaturer, pas en totalité, mais partiellement. Donc il y a tous ces éléments à considérer. Étant entendu que la doctrine en termes de renaturation, quand on lit les documents de l'État, amène je pense qu'il y a à préciser quelques contours. Tout n'est pas encore clair. Mais je vois que quand j'en parle avec des collègues d'autres régions, qui sont dans les mêmes discussions, les mêmes interrogations au moment où on parle. Donc voilà. Mais il faut pouvoir effectivement évaluer le besoin que nous avons. Étant entendu que je pense que l'esprit ici est bien présent de se dire qu'on n'a pas vocation en soi à consommer de l'espace naturel. Sauf si c'est déjà inscrit, il y a une cohérence d'ensemble et d'aménagement du territoire. La ZAC du Châtelet-Paty s'inscrit d'abord dans une histoire, dans un autre paradigme de consommation foncière d'ailleurs, par ailleurs, les années 2000, qui n'était pas celui plus restrictif que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà. Maintenant, comme je le disais, je crois, en préambule, nos marais, nos bois, nous allons les conserver. Et nos prés, nos trames vertes et bleues, tout autant. Donc voilà, c'est maintenant la nature même du projet urbain ou du projet de logement ou de construction que nous avons sur les espaces naturels, qui doit lui-même être pensé. Et ça revient à ce que vous évoquiez dans votre intervention tout à l'heure. D'autres questions ou remarques? Nous n'avons pas voté. Alors nous allons voter. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc 6 abstentions. Très bien. Y a-t-il éventuellement des questions? Non. Pour ce soir, je vous remercie d'avoir pris ce temps. Alors une délibération, mais elle est d'importance. Et je m'excuse d'avoir dû placer je m'excuse. À peine, c'est comme ça. C'était prévu autrement, mais voilà, on était dans l'obligation de la présenter avant
la mi-septembre. Bonne soirée à vous, il y a encore du soleil, nous sommes éblouis, merci Pierre. La porte ne doit jamais être fermée lors du conseil municipal. Bonne soirée.